je pense que c'est une erreur d'essayer d'être 100% rationnel et de ne pas faire appel aux émotions. Sûr. Et on voit bien quand on regarde les stratégies de communication de certaines pseudomédecines, par exemple, qui marchent très très bien, notamment parce qu'elles font appel aux émotions, à l'affect, etc. Et bon, il ne faut pas être naïf quand on s'exprime pour faire passer un message, quand bien même celui-ci est scientifique et rigoureux, le but c'est que le message passe et que les gens s'en souviennent. Donc on aurait tort de se priver des outils comme l'appel à l'émotion. Et de fait, en atelier, c'est quelque chose qui marche très bien, de faire appel aux émotions, aux souvenirs des gens, à leur sens, globalement de les rendre acteurs et pas juste spectateurs passifs. Tout ça, ce sont des outils pour faire passer efficacement un message. Et c'est vrai que les scientifiques qui n'ont pas été formés à la vulgarisation et à la communication ont tendance à vouloir rester très factuels et très neutres. Et c'est peut-être aussi pour ça que ces messages plus compliqués et plus froids sont moins audibles. Mhm. Je vais rebondir sur ce que dit Tania Adoui. Juste un point, je suis entièrement d'accord avec elle. Et je vois souvent sur Twitter, par exemple, une personne qui va parler de pseudosciences, d'homéopathie, etc., et qui va dire, oui, mais pour moi, ça marche. Et je pense que l'erreur, c'est de se dire que cette personne n'est pas sincère, qu'elle ment, etc. Et des fois, la réponse des gens, c'est, en fait, tu as faux. Et en fait, en faisant ça, c'est extrêmement contre-productif parce qu'on va nier le ressenti d'une personne qui est sincère. Quoi qu'on pense de l'homéopathie, on va nier un ressenti. Et comment voulez-vous ensuite expliquer scientifiquement ce que c'est une pseudoscience, etc., si de base, on nie quelque chose que la personne ressent de manière sincère. Et donc, accepter le ressenti des gens, dire, mais je te crois volontiers, etc. Maintenant, voilà les informations que j'ai à ce sujet-là, et ensuite, à toi de décider ce que tu penses. Mais nier le ressenti des gens qui est généralement sincère, qui n'est pas une manipulation, etc., c'est extrêmement contre-productif pour faire passer le message, quel qu'il soit. Et là-dessus, les médiathécaires sont dans un rôle un peu particulier parce qu'il y a quand même une relation de confiance très forte avec le public et une relation de contact direct. Moi, pour avoir fait de la vulgarisation face publique et sur Internet, clairement, je n'ai pas le même rapport avec les gens. Et pour certains sujets, discuter face à face, c'est la meilleure chose à faire. Et les médiathèques sont des lieux d'échange dans lesquels il y a des médiathécaires qui connaissent leur public et avec lesquels ils ont un lien de confiance. Et ça, c'est précieux. C'est précieux parce que vous pouvez accueillir à la fois le public et des experts ou des vulgarisateurs et permettre ce contact direct dans un contexte de confiance et de bienveillance. Quand vous entendez un discours ou que vous lisez un discours sur Internet, vous êtes capable de dire telle partie est, entre guillemets, factuelle, bêtement factuelle, telle partie est émotionnelle, telle autre partie est symbolique, ça s'appuie sur telle chose plutôt que telle autre, et à partir de là, tu dis, vous faites le tri. Si mon médecin me dit, vous avez telle quantité de tel produit dans le sang, c'est une chose. S'il me dit vous avez un cancer, c'est une autre chose, alors que ça relève peut-être même diagnostic. S'il me dit vous devriez commencer à faire attention parce qu'à votre âge, etc., c'est encore une autre façon de formuler la même information. Mais on la formule en disant il y a du fait, il y a de la confiance qui s'établit et quelles sont les choses qui me donnent confiance. Et ces choses qui me donnent confiance, quelquefois, ça peut être l'émotionnel, effectivement, comme dit Tania, qui est donc très important à faire passer. Ça peut être le symbolique, parce que ça correspond à une vision symbolique du monde à laquelle j'adhère. Et puis, ça peut être factuellement le fait que, ben voilà, ça a marché factuellement pour ça. Mais vous avez une situation dans laquelle vous dites le chômage a diminué de 10% en France, et vous avez quelqu'un qui répond oui, ben moi, mon beau-frère, ça fait 2 ans qu'il cherche, il ne trouve rien. Et ben la réponse c'est ben, c'est pas vrai cette histoire de diminution du chômage. Parce que d'une part, vous avez en face à quelqu'un de désespéré qui vous dit ça marche pas pour moi. Sauf que dans une personne qui vous dit statistiquement il y en a moins de 10%, lui peut le prouver, l'autre aussi peut prouver que son beau-frère cherche depuis 2 ans. Mais ce ne sont pas le même niveau d'information. Et là, un bibliothécaire, médiathécaire peut faire ce travail de dire il y en a une qui fonctionne de cette façon, une autre qui fonctionne d'une autre. Sachez les avantages et les inconvénients de chaque chose. Alors, effectivement, par rapport à ça, Jean-Claude, c'est les bibliothécaires, en fait, ils ont une expérience très importante dans le domaine de la veille qui leur permettent d'être au courant de ce qui se passe, que ce soit dans les espaces physiques, mais aussi sur les réseaux sociaux numériques. Et justement, par rapport à ça, c'est de savoir identifier quelles sont les thématiques débattues sur les réseaux sociaux numériques, d'identifier là où il pourrait y avoir des problématiques qui sont liées, par exemple, à des informations erronées, à des choses sur lesquelles ils peuvent intervenir.
sur deux choses, des thématiques qui rentrent dans leur champ des compétences et sur les éléments qui pourraient en fait les préparer afin d'anticiper un certain nombre des questionnements ou des sollicitations des leurs usagers. Donc là, pour le coup, donc ils le font très bien. Peut-être que c'est fait d'une façon un peu, on va dire, n'est pas structurée. Et peut-être c'est là où il pourrait y avoir, par exemple, un observatoire qui est plutôt destiné à en fait, travailler sur ce genre de questions. Et là, le bibliothécaire, je pense qu'il dispose des atouts indispensables pour le faire. Pour déconstruire la manipulation, je pense qu'il faut connaître les outils en fait, qui sont mis en jeu. Tania Douy parlait de l'appel à l'émotion, des biais de confirmation, des outils comme ça me semble assez intéressant justement de les connaître. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on les connaît, on va être complètement libre de ces biais. Généralement, quand on les connaît, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de pointer du doigt des autres qui en font. Mais ça permet d'avoir du recul en fait, sur notre manière de penser. Moi, par exemple, quand j'ai une information que je veux partager sur Internet, je me dis à combien de pourcentage je la tiens pour vraie. Et si c'est en dessous de 50%, je ne la partage pas. Et simplement le fait de réfléchir de cette manière-là, de manière très analytique, ça me permet de prendre du recul sur mon impulsion de partager quelque chose et je partage ou pas en fonction de concrètement ce que je pense de cette information. Ça peut être un outil. Et un autre outil que moi j'applique beaucoup, c'est la transparence. C'est-à-dire que je ne me contente pas de repartager un truc que j'ai trouvé intéressant. Si je le partage et que je l'ai vérifié moi-même et que je suis sûre du contenu, très bien. Mais si j'ai juste trouvé intéressant sans être compétente pour vérifier à quel point c'était vrai et pertinent, je le dis. Et c'est un réflexe que j'ai pris pendant la crise sanitaire parce que les sujets étaient sensibles et nombreux et que c'était impossible de suivre les informations. Et je pense que c'est beaucoup plus transparent en fait. Alors, ça n'arrête pas la circulation d'une information, mais concrètement, il faut être très honnête, on n'a pas tous le temps de vérifier l'ensemble des informations qu'on trouve intéressantes au point de pouvoir être sûr de leur pertinence. C'est faux. C'est ce qu'il faudrait faire dans une vraie vie, hein, dans un monde idéal où les journées font 50 heures, etc. Mais en pratique, on ne peut pas. Donc, c'est important d'être conscient soi-même du point auquel on a vérifié ou non l'information et de le transmettre si on estime qu'on partage quelque chose d'intéressant, mais dont la fiabilité peut être un peu discutable, ou bien parce qu'on n'a pas pris le temps de vérifier, ou bien parce qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Et je pense que ça contribue aussi à créer un lien de confiance avec les gens à qui on partage ces informations. Ça permet de te protéger aussi si quelqu'un ressort ton tweet 2 ans plus tard en disant « Ah, t'as pensé ça? Oui, mais j'ai mis que j'étais pas sûr. » Et c'est un moyen aussi de se protéger, comme l'avait dit Jean-Claude en préparation, des écrits restent en fait sur les réseaux et on ressort des fois des tweets de 10 ans qui peuvent être très problématiques.